Chapitre 2 du livre premier de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par J. Séguin. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 1, chapitre 2. Pierre Gringoire. Cependant, tandis qu'il haranguait, la satisfaction, l'admiration unanimement excitées par son costume, se dissipaient à ses paroles, et quand il arriva à cette conclusion malencontreuse, dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons, sa voix se perdit dans un tonnerre de huées. Commencez tout de suite le mystère tout de suite, criait le peuple, et l'on entendait par-dessus toutes les voix celle de Johannes de Molandino, qui perçait la rumeur comme le fifre dans un charivari de Nîmes. Commencez tout de suite, glapissait l'écolier. À bas Jupiter et le cardinal de Bourbon, vociféraient Robin Poussepain et les autres clercs juchés dans la croisée. Tout de suite la moralité, répétait la foule. Sur le champ, tout de suite, le sac et la corde au comédien et au cardinal. Le pauvre Jupiter, hagard, effaré, pâle sous son rouge, laissa tomber sa foudre, prit à la main son bicoquet, puis il saluait et tremblait en balbutiant. Son éminence, les ambassadeurs, Madame Marguerite de Flandre. Il ne savait que dire. Au fond, il avait peur d'être pendu. Pendu par la populace pour attendre, pendu par le cardinal pour n'avoir pas attendu. Il ne voyait des deux côtés qu'un abîme, c'est-à-dire une potence. Heureusement, quelqu'un vint le tirer d'embarras et assumer la responsabilité. Un individu qui se tenait en deçà de la balustrade, dans l'espace laissé libre autour de la table de marbre, et que personne n'avait encore aperçu, tant sa longue et mince personne était complètement abritée de tout rayon visuel par le diamètre du pilier auquel il était adossé. Cet individu, disons-nous, grand, maigre, blême, blond, jeune encore, quoique déjà ridé au front et aux joues, avec des yeux brillants et une bouche souriante, vêtu d'une serge noire, râpé et lustré de vieillesse, s'approcha de la table de marbre et fit un signe au pauvre patient. Mais l'autre, interdit, ne voyait pas. Le nouveau venu fit un pas de plus. Jupiter, dit-il, mon cher Jupiter. L'autre n'entendait point. Enfin le grand blond, impatienté, lui cria presque sous le nez. Michel Giborne. Qui m'appelle? Dit Jupiter, comme éveillé en sursaut. Moi, répondit le personnage vêtu de noir. Ah, dit Jupiter. Commencez tout de suite, reprit l'autre. Satisfaites le populaire. Je me charge d'apaiser monsieur le bailli, qui apaisera monsieur le cardinal. Jupiter respira. Messeigneurs les bourgeois, cria-t-il de toute la force de ses poumons à la foule qui continuait de le huer. Nous allons commencer tout de suite. Evoe, Jupiter, plaudite cives. Note. Applaudissez, citoyens. Cet appel concluait toutes les représentations théâtrales à Rome. Crièrent les écoliers. Noël, Noël, cria le peuple. Ce fut un battement de mains assourdissant, et Jupiter était déjà rentré sous sa tapisserie, que la salle tremblait encore d'acclamations. Cependant, le personnage inconnu, qui avait si magiquement changé la tempête en bonasse, comme dit notre vieux et cher Corneille, note le menteur 2-6, fin de la note, était modestement rentré dans la pénombre de son pilier, et y serait sans doute resté invisible, immobile et muet, comme auparavant, s'il n'en eût été tiré par deux jeunes femmes qui, placées au premier rang des spectateurs, avaient remarqué son colloque avec Michel Giborne, Jupiter. Maître, dit l'une d'elles en lui faisant signe de s'approcher. Taisez-vous donc, ma chère Liénarde, dit sa voisine, jolie, fraîche et toute brave à force d'être endimanchée. Ce n'est pas un clerc, c'est un laïc. Il ne faut pas dire maître, mais bien messire. Messire, dit Liénarde. L'inconnu s'approcha de la balustrade. Que voulez-vous de moi, mesdemoiselles demanda-t-il avec empressement. Oh, rien, dit Liénarde toute confuse.
C'est ma voisine, Gisquette la Gencienne, qui veut vous parler. Non pas, reprit Gisquette en rougissant. C'est Liénarde qui vous a dit maître. Je lui ai dit qu'on disait messire. Les deux jeunes femmes baissaient les yeux. L'autre, qui ne demandait pas mieux que de lier conversation, les regardait en souriant. Vous n'avez donc rien à me dire, mesdemoiselles? Oh, rien du tout, répondit Gisquette. Rien, dit Liénarde. Le grand jeune homme blond fit un pas pour se retirer, mais les deux curieuses n'avaient pas envie de lâcher prise. Messire, dit vivement Gisquette, avec l'impétuosité d'une écluse qui s'ouvre ou d'une femme qui prend son parti. Vous connaissez donc ce soldat qui va jouer le rôle de Madame la Vierge dans le mystère? Vous voulez dire le rôle de Jupiter? Reprit l'anonyme. Eh oui, dit Liénarde. Est-elle bête? Vous connaissez donc Jupiter? Michel Giborne, répondit l'anonyme. Oui, madame. Il a une fière barbe, dit Liénarde. Cela sera-t-il beau, ce qu'ils vont dire là-dessus? Demanda timidement Gisquette. Très beau, mademoiselle, répondit l'anonyme, sans la moindre hésitation. Qu'est-ce que ce sera? dit Liénarde. Le bon jugement de Madame la Vierge. Moralité, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah, c'est différent, reprit Liénarde. Un court silence suivit. L'inconnu le rompit. C'est une moralité toute neuve, et qui n'a pas encore servi. Ce n'est donc pas la même, dit Gisquette, que celle qu'on a donnée, il y a 2 ans, le jour de l'entrée de monsieur le légat, et où il y avait 3 belles filles faisant personnage. De sirènes, dit Liénarde. Et toutes nues, ajouta le jeune homme. Liénarde baissa pudiquement les yeux. Gisquette la regarda, et en fit autant. Il poursuivit en souriant. C'était chose bien plaisante à voir. Aujourd'hui, c'est une moralité faite exprès pour madame la demoiselle de Flandre. Chantera-t-on des bergerettes? demanda Gisquette. Fi, dit l'inconnu, dans une moralité. Il ne faut pas confondre les genres. Si c'était une sotie, à la bonne heure. C'est dommage, reprit Gisquette. Ce jour-là, il y avait à la fontaine du Ponceau des hommes et des femmes sauvages qui se combattaient et faisaient plusieurs contenances en chantant de petits motets et des bergerettes. Ce qui convient pour un légat, dit assez sèchement l'inconnu, ne convient pas pour une princesse. Et près d'eux, reprit Liénarde, joutaient plusieurs bas instruments qui rendaient de grandes mélodies. Et pour rafraîchir les passants, continua Gisquette, la fontaine jetait par 3 bouches vin, lait et hypocras, dont buvait qui voulait. Et un peu au-dessous du ponceau, poursuivit Liénarde, à la Trinité, il y avait une passion par personnage, et sans parler. Si, je m'en souviens, s'écria Gisquette. Dieu en la croix, et les 2 larrons à droite et à gauche. Ici, les jeunes commères, s'échauffant au souvenir de l'entrée de monsieur le légat, se mirent à parler à la fois. Et plus avant, à la porte aux peintres, il y avait d'autres personnes très richement habillées. Et à la fontaine Saint-Innocent, ce chasseur qui poursuivait une biche avec grand bruit de chiens et de trompes de chasse. Et à la boucherie de Paris, ces échafauds qui figuraient la Bastille de Dieppe. Et quand le légat passa, tu sais, Gisquette, on donna l'assaut et les Anglais eurent tous les gorges coupées. Et contre la porte du Châtelet, il y avait de très beaux personnages. Et sur le pont au change, qui était tout tendu par-dessus. Et quand le légat passa, on laissa voler sur le pont plus de 200 douzaines de toutes sortes d'oiseaux. C'était très beau, Liénarde. Ce sera plus beau aujourd'hui, reprit enfin leur interlocuteur, qui semblait les écouter avec impatience. Vous nous promettez que ce mystère sera beau? dit Gisquette. Sans doute, répondit-il. Puis il ajouta, avec une certaine emphase. Mesdemoiselles, c'est moi qui en suis l'auteur. Vraiment? dirent les jeunes filles, tout ébahies. Vraiment, répondit le poète en se rengorgeant légèrement. C'est-à-dire, nous sommes 2. Jehan Marchand, qui a scié les planches et dressé la charpente du théâtre et toute la boiserie, et moi, qui ai fait la pièce. Je m'appelle Pierre Gringoire. L'auteur du Cid n'eût pas dit avec plus de fierté Pierre Corneille. Nos lecteurs ont pu observer qu'il avait déjà dû s'écouler un certain temps
depuis le moment où Jupiter était entré sous la tapisserie jusqu'à l'instant où l'auteur de la moralité nouvelle s'était révélé, ainsi brusquement, à l'admiration naïve de Gisquette et de Liénarde. Chose remarquable, toute cette foule, quelques minutes auparavant si tumultueuse, attendait maintenant avec mansuétude, sur la foi du comédien, ce qui prouve cette vérité éternelle et tous les jours encore éprouvée dans nos théâtres, que le meilleur moyen de faire attendre patiemment le public, c'est de lui affirmer qu'on va commencer tout de suite. Toutefois, l'écolier Joannes ne s'endormait pas. Holàhée! Cria-t-il tout à coup, au milieu de la paisible attente qui avait succédé au trouble. Jupiter, Madame la Vierge, bateleur du diable, vous gaussez-vous? La pièce, la pièce. Commencez ou nous recommençons. Il n'en fallut pas davantage. Une musique de hauts et bas instruments se fit entendre de l'intérieur de l'échafaudage. La tapisserie se souleva. 4 personnages bariolés et fardés en sortirent, grimpèrent la raide échelle du théâtre, et parvenus sur la plate-forme supérieure, se rangèrent en ligne devant le public, qu'ils saluèrent profondément. Alors la symphonie se tut. C'était le mystère qui commençait. Les 4 personnages, après avoir largement recueilli le paiement de leur révérence en applaudissements, entamèrent, au milieu d'un religieux silence, un prologue dont nous faisons volontiers grâce au lecteur. Du reste, ce qui arrive encore de nos jours, le public s'occupait encore plus des costumes qu'ils portaient que du rôle qu'ils débitaient, et en vérité, c'était justice. Ils étaient vêtus tous 4 de robes mi-parties, jaune et blanc, qui ne se distinguaient entre elles que par la nature de l'étole. La première était en brocart, or et argent, la deuxième en soie, la troisième en laine, la quatrième en toile. Le premier des personnages portait en main droite une épée, le second 2 clés d'or, le troisième une balance, le quatrième une bêche. Et pour aider les intelligences paresseuses qui n'auraient pas vu clair à travers la transparence de ces attributs, on pouvait lire en grosses lettres noires brodées au bas de la robe de brocart: je m'appelle noblesse. Au bas de la robe de soie: je m'appelle clergé. Au bas de la robe de laine: je m'appelle marchandise. Au bas de la robe de toile: je m'appelle labour. Le sexe des 2 allégories mâles était clairement indiqué à tout spectateur judicieux par leur robe moins longue et par la carmignole qu'elles portaient en tête, tandis que les 2 allégories femelles, moins court-vêtues, étaient coiffées d'un chaperon. Il eût fallu aussi beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas comprendre, à travers la poésie du prologue, que labour était marié à marchandise et clergé à noblesse, et que les 2 heureux couples possédaient en commun un magnifique dauphin d'or qu'ils prétendaient n'adjuger qu'à la plus belle. Ils allaient donc par le monde cherchant et quêtant cette beauté, et après avoir successivement rejeté la reine de Gloconde, la princesse de Trésibonde, la fille du grand khan de Tartarie, etc., etc., labour et clergé, noblesse et marchandise, étaient venus se reposer sur la table de marbre du palais de justice, en dépitant devant l'honnête auditoire autant de sentences et de maximes qu'on en pouvait alors dépenser à la faculté des arts aux examens, sophismes, déterminances, figures et actes, où les maîtres prenaient leur bonnet de licence. Tout cela était en effet très beau. Cependant, dans cette foule sur laquelle les 4 allégories versaient à qui mieux mieux des flots de métaphores, il n'y avait pas une oreille plus attentive, pas un cœur plus palpitant, pas un œil plus hagard, pas un cou plus tendu que l'œil, l'oreille, le cou et le cœur de l'auteur, du poète, de ce brave Pierre Gringoire, qui n'avait pu résister, le moment d'auparavant, à la joie de dire son nom à 2 jolies filles. Il était retourné à quelques pas d'elles, derrière son pilier, et là, il écoutait, il regardait, il savourait. Les bienveillants applaudissements qui avaient accueilli le début de son prologue retentissaient encore dans ses entrailles, et il était complètement absorbé dans cette espèce de contemplation extatique avec laquelle un auteur voit ses idées
tomber une à une de la bouche de l'acteur dans le silence d'un vaste auditoire. Digne Pierre Gringoire. Il nous en coûte de le dire, mais cette première extase fut bien vite troublée. À peine Gringoire avait-il approché ses lèvres de cette coupe enivrante de joie et de triomphe qu'une goutte d'amertume vint s'y mêler. Un mendiant déguenillé, qui ne pouvait faire recette, perdu qu'il était au milieu de la foule, et qui n'avait sans doute pas trouvé suffisante indemnité dans les poches de ses voisins, avait imaginé de se jucher sur quelque point en évidence, pour attirer les regards et les aumônes. Il s'était donc hissé, pendant les premiers vers du prologue, à l'aide des piliers de l'estrade réservée, jusqu'à la corniche qui en bordait la balustrade, à sa partie inférieure. Et là, il s'était assis, sollicitant l'attention et la pitié de la multitude avec ses haillons et une plaie hideuse qui couvrait son bras droit. Du reste, il ne proférait pas une parole. Le silence qu'il gardait laissait aller le prologue sans encombre, et aucun désordre sensible ne serait survenu si le malheur n'eût voulu que l'écolier Joannes avisât, du haut de son pilier, le mendiant et ses simagrées. Un fou rire s'empara du jeune drôle, qui, sans se soucier d'interrompre le spectacle et de troubler le recueillement universel, s'écria gaillardement: Tiens, ce malingreux qui demande l'aumône. Quiconque a jeté une pierre dans une mare à grenouilles ou tiré un coup de fusil dans une volée d'oiseaux peut se faire une idée de l'effet que produisirent ces paroles incongrues au milieu de l'attention générale. Gringoire en tressaillit comme d'une secousse électrique. Le prologue resta court, et toutes les têtes se retournèrent en tumulte vers le mendiant, qui, loin de se déconcerter, vit dans cet incident une bonne occasion de récolte, et se mit à dire d'un air dolent, en fermant ses yeux à demi: La charité, s'il vous plaît. Eh mais, sur mon âme, reprit Joannes, c'est clopin trouillefou. Holà, l'ami, ta plaie te gênait donc à la jambe que tu l'as mise sur ton bras. En parlant ainsi, il jetait avec une adresse de singe un petit blanc dans le feutre gras que le mendiant tendait de son bras malade. Le mendiant reçut sans broncher l'aumône et le sarcasme, et continua d'un accent lamentable: La charité, s'il vous plaît. Cet épisode avait considérablement distrait l'auditoire, et bon nombre de spectateurs, Robin Poussepain et tous les clercs en tête, applaudissaient gaiement à ce duo bizarre que venait d'improviser, au milieu du prologue, l'écolier avec sa voix criarde et le mendiant avec son imperturbable psalmodie. Gringoire était fort mécontent. Revenu de sa première stupéfaction, il s'évertuait à crier aux quatre personnages en scène: Continuez, que diable, continuez, sans même daigner jeter un regard de dédain sur les deux interrupteurs. En ce moment, il se sentit tiré par le bord de son surtout. Il se retourna, non sans quelque humeur, et eut assez de peine à sourire. Il le fallait pourtant. C'était le joli bras de Gisquette de la gencienne, qui, passé à travers la balustrade, sollicitait de cette façon son attention. Monsieur, dit la jeune fille, est-ce qu'ils vont continuer? Sans doute, répondit Gringoire, assez choqué de la question. En ce cas, messire, reprit-elle, auriez-vous la courtoisie de m'expliquer? Ce qu'ils vont dire, interrompit Gringoire. Eh bien, écoutez. Non, dit Gisquette, mais ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Gringoire fit un soubresaut, comme un homme dont on toucherait la plaie à vif. Peste de la petite fille sotte et bouchée, dit-il entre ses dents. À dater de ce moment-là, Gisquette fut perdue dans son esprit. Cependant, les acteurs avaient obéi à son injonction, et le public, voyant qu'il se remettait à parler, s'était remis à écouter, non sans avoir perdu force beauté dans l'espèce de soudure qui se fit entre les deux parties de la pièce ainsi brusquement coupée. Gringoire en faisait tout bas l'amère réflexion. Pourtant, la tranquillité s'était rétablie peu à peu. L'écolier se taisait, le mendiant comptait quelques monnaies dans son chapeau,
et la pièce avait repris le dessus. C'était en réalité un fort bel ouvrage, et dont il nous semble qu'on pourrait encore fort bien tirer parti aujourd'hui, moyennant quelques arrangements. L'exposition, un peu longue et un peu vide, c'est-à-dire dans les règles, était simple, et Gringoire, dans le candide sanctuaire de son fort intérieur, en admirait la clarté. Comme on s'en doute bien, les 4 personnages allégoriques étaient un peu fatigués d'avoir parcouru les 3 parties du monde sans trouver à se défaire convenablement de leur dauphin d'or. Là-dessus, éloge du poisson merveilleux, avec 1000 allusions délicates au jeune fiancé de Marguerite de Flandre, alors fort tristement reclus à Amboise, et ne se doutant guère que labour et clergé, noblesse et marchandises venaient de faire le tour du monde pour lui. Le susdit dauphin donc était jeune, était beau, était fort, et surtout, magnifique origine de toutes les vertus royales, il était fils du lion de France. Je déclare que cette métaphore hardie est admirable, et que l'histoire naturelle du théâtre, un jour d'allégorie et d'épithalame royal, ne s'effarouche aucunement d'un dauphin fils d'un lion. Ce sont justement ces rares et pindariques mélanges qui prouvent l'enthousiasme. Néanmoins, pour faire aussi la part de la critique, le poète aurait pu développer cette belle idée en moins de 200 vers. Il est vrai que le mystère devait durer depuis midi jusqu'à 4 heures, d'après l'ordonnance de monsieur le prévôt, et qu'il faut bien dire quelque chose. D'ailleurs, on écoutait patiemment. Tout à coup, au beau milieu d'une querelle entre mademoiselle Marchandise et madame Noblesse, au moment où maître Labour prononçait ce vers mirifique, on ne vit dans les bois bête plus triomphante, la porte de l'estrade réservée, qui était jusque-là restée si mal à propos fermée, s'ouvrit plus mal à propos encore, et la voix retentissante de l'huissier annonça brusquement son éminence monseigneur le cardinal de Bourbon. Fin du chapitre 2 du livre premier. Lu par J. Ségoine, Montréal, mai 2009. I want the best.